Merci Anne. Merci à la FIS de m'avoir invitée. Merci à la Casemate. Merci à vous tous d'être là. Donc mon sujet, c'est la mémoire, effectivement, mais un aspect particulier de la mémoire. Et ici, donc, il s'agit de la mémoire retrouvée et ou, on va dire, des faux souvenirs. Donc, je vais vous exposer la chose. Le titre, donc, Mémoire retrouvée ou faux souvenirs, j'ai mis la controverse parce qu'il y a effectivement un débat à propos de ce sujet. Sur ce sujet, j'ai écrit un livre dont j'ai apporté ici quelques exemplaires au cas où cela intéresse certains d'entre vous. Donc, ce livre s'intitulait « Les ravages des faux souvenirs ou la mémoire manipulée ». Il a été édité par Bookiebook, qui est maintenant une édition qui est dirigée par la FIS. Donc, voilà. À l'époque, elle ne l'était pas encore. Et ce livre, Les ravages des faux souvenirs, a été traduit et publié par la BFMS, c'est-à-dire la British False Memory Society, en 2011. En fait, ils avaient pas mal de livres anglais, puisque c'est un sujet qui nous vient quand même des États-Unis. Mais ça les intéressait de la façon dont j'avais présenté le sujet par, si vous vouliez regarder, vous pouvez, par question-réponse. Donc, de façon à ce que les personnes qui voulaient avoir des informations sur certains points et pas forcément parcourir un ensemble, tout un livre sur le sujet, ils pouvaient trouver au fil du texte les questions et les réponses qui les intéressaient. Donc, je l'ai présenté ainsi, ce qui plaisait à la BFMS. Voilà, donc j'ai mis sur cette première diapo la mémoire machine à remonter le temps ou page constamment réécrite par nous, par d'autres, pour le meilleur, pour le pire. Donc, c'est d'une certaine façon ce qui va se passer. Voilà, donc tout d'abord, quelques éléments d'information. J'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec plusieurs spécialistes de la mémoire, spécialistes américains au départ, puisque le problème nous est venu des États-Unis. Donc, ces spécialistes, c'est Elisabeth Loftus, qui est une chercheuse, professeure de psychologie à l'Université de Californie à Irvine. Et elle a écrit un livre qui était vraiment le livre phare, Le syndrome des faux souvenirs, ou le mythe des souvenirs refoulés. Donc, ce livre est incontournable. J'ai aussi pu m'entretenir avec Richard McNally, qui est professeur de psychologie à l'université Harvard et qui a édité le livre Remembering Trauma, dans lequel on a vraiment tout sur le sujet, et Scott Lilienfeld, professeur de psychologie à l'université Emory à Atlanta, qui a écrit, je vais en parler tout à l'heure, un livre qui s'intitule « Les 50 grands mythes de la psychologie populaire », et dans lequel il remet en question tout ce qui est en fait mythique, fantaisiste dans la pensée. Alors, vous pouvez trouver, si vous voulez, sur mon site, donc brigitteaxelrad.fr, les articles que j'ai écrits, d'autres que je n'ai pas écrits, mais qui portent sur ce sujet aussi. Et vous pouvez les retrouver aussi, ces articles que j'ai écrits sur le site de l'AFIS.org, donc dans toute la catégorie voilà, qui me concerne. Donc j'ai piloté, ou plutôt j'ai dirigé un numéro de Sciences et Pseudosciences, numéro 312, qui était intitulé « La mémoire manipulée ». Dans ce numéro, se sont exprimés beaucoup de spécialistes de la mémoire, du fonctionnement de la mémoire, américains, français, francophones, donc certains belges, Edwige Déon, qui est une spécialiste de la mémoire. Donc, bien sûr, pour savoir de quoi nous parlons, je vais commencer par des définitions. Tout d'abord, le souvenir, qu'est-ce que c'est ? C'est, on peut dire, la survivance dans la mémoire d'une sensation, d'une impression, d'une idée, d'un événement, tous passés. Le faux souvenir, c'est le souvenir, entre guillemets, d'un événement qui n'a jamais eu lieu.
Le souvenir retrouvé, c'est le rappel d'un souvenir perçu comme indisponible pendant un certain temps et qu'on pense surtout identique à l'événement passé. Un souvenir refoulé, donc ça fait référence à la psychanalyse. Souvenir refoulé, c'est un souvenir qui serait rendu indisponible pour se protéger, mais qui pourrait être retrouvé par des thérapies d'inspiration freudienne. Et le faux souvenir induit, c'est un souvenir donc faux qui est induit par la suggestion thérapeutique ou la suggestion expérimentale, on va le voir avec des expériences d'Elisabeth Loftus d'ailleurs, ou par d'autres voies. Il suffit d'être soumis à des interrogatoires ou de se trouver dans des groupes de parole, de parler avec d'autres, etc., pour avoir cette possibilité d'acquérir des souvenirs faux qui sont induits de cette façon-là. Alors, je me réfère à un livre dont je viens de parler, Les 50 grands mythes de la psychologie populaire, donc, qui est un livre de Lilienfeld, et les 50 grands mythes de la psychologie populaire. Et dans ce livre, j'ai repéré quelques mythes très importants pour notre sujet, à savoir le mythe 2, tout d'abord, les victimes sont crédibles quand elles s'expriment avec émotion. Le mythe 11, la mémoire humaine fonctionne comme un enregistreur ou une caméra vidéo stockant avec précision les événements vécus, ce qui est vraiment un mythe, parce que notre mémoire n'est pas du tout comme un enregistreur, une caméra vidéo. Ensuite, le mythe 12, l'hypnose est une méthode utile pour retrouver les souvenirs d'événements oubliés. Le mythe 12, les individus refoulent les souvenirs d'expériences traumatisantes. Et un dernier mythe, 28, les médicaments et la chirurgie peuvent tuer des gens, mais un thérapeute ne pourra jamais blesser quelqu'un juste en lui parlant, ce qui ne se vérifie pas. Donc, je n'ai pas dit, mais je le dis maintenant, je vous présente aussi au fil de l'exposé quelques extraits de vidéos courts qui nous permettent de nous rendre compte plus concrètement du problème. Donc, tout d'abord, un petit extrait de Pascal Roulet qui montre que chaque souvenir, quand nous le reprenons, racontons, etc., se modifie au fil des rappels. Donc, comment se fait-il que les millions d'années d'évolution n'aient pas conduit à une machine à souvenirs plus fiable? Un ordinateur, lui, stocke définitivement et sans erreur des milliards de données. Sommes-nous condamnés à être trahis par notre propre cerveau? Pascal Roulet, qui mène ses recherches à l'Université de Toulouse, sonde depuis des années les mécanismes à l'origine de cette imperfection. Il a fait une découverte incroyable. Nous modifions nos souvenirs quand nous les utilisons. Se rappeler change le souvenir. Il appelle cela le syndrome du pêcheur marseillais. On va prendre un pêcheur, il prend un poisson de 10 cm. Donc il va mémoriser l'information, j'ai pris un poisson de 10 cm. Le lendemain, si quelqu'un l'interroge sur ce qu'il a pris la veille, comme il est marseillais, il va avoir tendance à exagérer un petit peu. Donc il va répondre 20 cm. Le problème, c'est qu'il va mémoriser l'information initiale plus l'exagération. Donc il va mémoriser en mémoire à long terme un poisson de 20 cm. Quand une semaine plus tard, on va lui demander « qu'avez-vous pris il y a une semaine ?», il va se souvenir d'un poisson de 20 cm. Et comme il est marseillais, il va rajouter un petit peu, et donc ça va faire un poisson de 30 cm. Et il va stocker cette information de nouveau en mémoire à long terme. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une évolution progressive du souvenir. À chaque fois qu'on va réactiver le souvenir, eh bien, on va ajouter des petits éléments, et le souvenir initial et le souvenir final peuvent être très différents. À chaque fois que l'on se souvient d'une situation, une modification, un nouveau détail est susceptible de se glisser dans le souvenir. Il y a 15 ans, Pascal Roulet et d'autres chercheurs ont découvert le mécanisme qui explique cette étrange propriété de notre mémoire. En remontant à la surface, un souvenir redevient momentanément fragile et malléable. Alors, lorsqu'une information arrive dans votre cerveau, cette information va être consolidée pour créer un souvenir. Ce qu'on a découvert dans les années 2000, c'est lorsqu'on rappelle ce souvenir, il remonte à la surface et il devient fragile.
Ce souvenir fragilisé va pouvoir intégrer de la nouvelle information de l'environnement et pour être stabilisé de nouveau en mémoire, il doit subir le mécanisme de reconsolidation. On a donc ici une fenêtre temporelle où le souvenir peut être modifié. Donc, j'aborde le sujet de la controverse elle-même. Donc, il y a un événement qui a été fondamental au cours de la fin du XXe siècle, qu'on a appelé la guerre des souvenirs. Ce titre a été donné par un psychologue qui s'appelle Frederick Cruz, américain, en 1997. En fait, à partir de 1980, aux États-Unis, des personnes adultes en thérapie ont retrouvé des souvenirs d'abus sexuels qu'elles auraient subis pendant leur enfance. Certaines se sont ensuite rendues compte que ces événements ne s'étaient jamais produits. On les a appelés les rétractors. À partir de 1990, ce phénomène s'est propagé en France et dans d'autres pays. Deux camps se sont alors opposés et continuent à s'opposer. D'un côté, des cliniciens qui soutiennent que ces souvenirs retrouvés sont vrais et que ceux qui pensent le contraire sont en déni, et de l'autre, des psychologues scientifiques et des chercheurs spécialistes du fonctionnement de la mémoire qui montrent que la mémoire est fragile, suggestible, malléable et reconstructible, et que par conséquent, tous les souvenirs retrouvés d'abus sexuels ne sont pas nécessairement vrais. Les premiers, donc les cliniciens, sont convaincus par la réalité subjective des récits de leurs patients et les seconds exigent des preuves objectives de ces récits. Cette controverse, donc amnésie dissociative versus faux souvenirs, est en plein essor. Un psychologue hollandais, Henri Odgaard, a montré que cette controverse, contrairement à ce qu'on pensait maintenant, cette controverse est toujours très très forte. Pour les partisans de l'amnésie dissociative, comme pour ceux du refoulement, je vais expliquer ces termes, les souvenirs retrouvés sont vrais. Un seul témoignage suffit à les authentifier. Or, on n'a pas de preuve formelle de l'amnésie dissociative ni du refoulement. Les souvenirs peuvent être enfouis puis retrouvés intacts. Donc, bien sûr, je rappelle qu'il ne s'agit pas ici de nier l'existence ni la gravité des abus sexuels avérés et que la lutte contre ceux qui les commettent doit être évidemment sans merci. L'amnésie dissociative, le refoulement et le DSM-5. Donc c'est un petit peu technique. Disons que le DSM-5, c'est un manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux qui a été édité pour la 5e édition en 2013. Donc ce système de classification des maladies mentales est élaboré par l'Association de psychologie américaine depuis 1952. Ce système est censé représenter le consensus scientifique sur la santé mentale. Donc ce DSM-5, édition actuelle, a inscrit l'amnésie dissociative, mais pas le refoulement. L'amnésie dissociative, tout d'abord, donc il la définit ainsi, c'est l'incapacité à se rappeler des informations autobiographiques importantes qui devraient être normalement enregistrées en mémoire, dont le sujet devrait se souvenir facilement. Elle est toujours potentiellement réversible parce que le souvenir a été correctement enregistré. L'amnésie dissociative est une nouvelle appellation en réalité du refoulement freudien. Alors en fait, McNally, Lilienfeld, Odgaard montrent que ce terme de amnésie dissociative est un nouveau concept qui a été utilisé pour désigner ce qu'avant on appelait le refoulement et dont on n'avait pas réussi à trouver de preuves. Donc avec ce terme d'amnésie dissociative, on pense pouvoir donner une caution scientifique au refoulement. Entre 90 et 99, on observe qu'aucun article n'a été écrit sur l'amnésie dissociative.
on ne connaissait pas le terme. Entre 2010 et 2019, il y a eu 71 articles publiés dans une revue scientifique portant sur l'amnésie dissociative. Deuxièmement, le refoulement psychanalytique dont je viens de parler, donc il a été théorisé par Freud en 1895. C'est un mécanisme inconscient de protection du moi qui consiste à chasser dans l'inconscient les représentations liées à nos pulsions. C'est ce qu'on appelle la mémoire refoulée. Donc le refoulement, contrairement à l'amnésie dissociative, n'a jamais été inscrit et décrit dans le DSM. On s'est posé la question de savoir pourquoi, et plusieurs raisons ont été avancées. Donc on les trouve surtout chez Hautgard 2019. Tout d'abord, l'équipe chargée de la mise à jour du DSM était très majoritairement composée de psychiatres et n'a inclus aucun spécialiste du fonctionnement de la mémoire. Par ailleurs, la littérature clinique comporte beaucoup d'études de cas qui décrivent des individus qui sont affectés, qui disent être affectés par une amnésie dissociative. Et ceci peut laisser croire qu'il s'agit d'un phénomène dont la reconnaissance est consensuelle au sein de la communauté scientifique. On peut dire que, en fait, c'est ici l'erreur de ce qu'on appelle le train en marche, à savoir que si tant de gens y croient, c'est que probablement ça existe. McNally, donc, en 2003, montre qu'à l'inverse, les personnes qui ont vécu des événements traumatiques et s'en souviennent généralement trop bien. Les faux souvenirs. Donc, tout d'abord, nos souvenirs nos cerveaux nous jouent des tours. On vient de le voir un petit peu avec Pascal Roulet. Les faux souvenirs concernent chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas ni les uns ni les autres à l'abri de ça. Tout d'abord, Jean Piaget, je donne 2 exemples simplement. Jean Piaget qui avait eu un faux souvenir d'avoir été enlevé lorsqu'il avait 2 ans. Et il était persuadé, puisqu'on lui avait raconté cette histoire, il était persuadé de cela. Il se souvenait même de la façon dont cela s'était produit. Il avait des images et tout ça. Et puis un jour, il a appris, par le biais de gens de sa famille et de la nourrice qu'il gardait à l'époque, qu'en fait c'était faux, qu'il n'avait jamais été enlevé, que la nourrice avait inventé cette histoire pour une raison qui lui était personnelle. Et donc Jean Piaget a abandonné. Il a dit, bon ben oui, j'avais vraiment eu un faux souvenir à ce moment-là. Probablement mes parents me l'avaient transmis de cette manière. Elisabeth Loftus, qui est une chercheuse qui a étudié le problème des faux souvenirs, une des premières d'ailleurs qu'il a fait de façon expérimentale et théorique, elle dit elle aussi qu'elle a eu un faux souvenir. C'était celui d'avoir découvert le corps de sa mère noyé dans la piscine lorsqu'elle avait 12 ans ou 14 ans. Et donc elle était persuadée que c'était elle qui avait découvert le corps de sa mère. Et puis de fil en aiguille, donc elle est restée avec cette idée. De fil en aiguille, elle a commencé à en douter. Et puis un jour, quelqu'un dans sa famille lui a dit « Mais non, ce n'est pas toi qui l'as découvert, c'est donc une de ses tantes. Et ce n'est donc pas un vrai souvenir, c'est un faux. » Donc elle a dit, en fait, quand Elisabeth Loftus a dit, quand je me suis rendu compte que c'était un faux souvenir, moi qui avais travaillé jusque-là sur la mémoire de façon intensive, j'ai été complètement déboussolée. Ça m'a donné l'impression que mon univers s'écroulait. Donc elle dit, il a fallu que je refasse un travail sur moi-même pour arriver à accepter ceci. Donc Elisabeth Loftus, je l'ai noté en bas, psychologue et professeure à l'Université de Californie. Elle a écrit énormément de choses et elle a témoigné aussi dans beaucoup de procès de parents qui avaient été accusés par leurs enfants qui avaient été en thérapie de mémoire retrouvée. Alors, les faux souvenirs fabriqués, donc justement, Elisabeth Loftus, elle montre la facilité de suggérer des faux souvenirs par manipulation mentale. C'est ce qu'elle appelle des faux souvenirs enrichis. Ce sont des souvenirs autobiographiques vrais,
dans lesquelles on a introduit des faux souvenirs. Certains sont vraisemblables et d'autres invraisemblables. Elle a fait plusieurs expériences dont je vais parler. L'expérience paradigmatique, la première qu'elle a faite sur ce sujet, s'est perdue dans un centre commercial. Bon, je vais pas, elle a été répliquée plusieurs fois, je ne vais pas la détailler. Bugs Bunny à Disneyland, je vais en parler un petit peu. Le voyage en ballon avec son père, donc cette petite expérience, elle est très simple. Elle avait, avec son équipe de chercheurs, elle avait introduit dans la nacelle d'un ballon une photo d'un enfant avec qui, donc l'enfant qui était l'adulte avec qui elle parlait là, et l'enfant se trouvait avec son père. Et donc, elle a réussi à faire que les gens qu'elle avait en expérience ont fini par raconter ce souvenir. Et oui, c'est vrai, quand je me suis promenée, j'ai voyagé en ballon, c'était avec mon père. Et la preuve, c'est qu'il était bien avec moi dans cette nacelle du ballon, alors que ça ne s'était jamais produit, d'après ce que disait la famille. Puis léché par Pluto, enfin bon, donc je passe. Donc la fabrication expérimentale d'un faux souvenir. Les expériences d'Elisabeth Loftus montrent que les faux souvenirs peuvent être créés avec les mêmes techniques utilisées par certains thérapeutes pour la recherche de souvenirs refoulés, par exemple l'imagerie guidée, des interprétations des rêves, etc. Elle dit qu'il faut rendre l'événement plausible, c'est-à-dire recueillir auprès de la famille le récit d'événements véridiques et ajouter un événement inventé et raconter plusieurs fois l'histoire. Cette histoire enrichie, embellie, avec des détails sensoriels, et on obtient ce qu'elle appelle l'inflation de l'imagination, c'est-à-dire que nous utilisons des détails sensoriels comme des indices de la réalité des souvenirs. Donc ensuite, il faut demander au sujet de raconter leur histoire plus tard. Bien évidemment, on lui a reproché de faire ses expériences en dehors du champ précis des abus sexuels commis sur enfants, mais sur le plan éthique, il est impossible de faire ce type d'expérience. Aucune expérience n'a pu être faite non plus sur le processus mental de déconditionnement par lequel on prend conscience de la fausseté du faux souvenir, la fausseté du souvenir. On peut s'en rendre compte, en prendre conscience au hasard d'une lecture, au hasard d'une rencontre, mais il n'y a pas de méthode pour aider quelqu'un à s'en rendre compte. Alors là, j'ai repris simplement l'expérience Bugs Bunny. Donc, Elisabeth Loftus demande à des étudiants s'ils sont allés à Disneyland quand ils étaient enfants ou plus tard, et elle sélectionne donc des étudiants qui disent oui et qu'ils sont allés à Disneyland. Donc, elle les fait venir individuellement et elle leur demande de raconter leur aventure, en fait, leur visite à Disneyland. Et en même temps qu'elle leur fait raconter leur visite, elle leur donne une affiche que vous avez là sous les yeux, Disneyland, sur laquelle se trouve, sur le côté droit, se trouve l'image de Bugs Bunny. Donc, elle demande aux étudiants, chaque étudiant, de raconter sa visite, de dire ce qui lui plaît dans cette affiche, est-ce que les couleurs lui plaisent, etc. Donc, toutes sortes de détails. Et puis, par la suite, elle les fait revenir. Et au bout de quelques semaines, elle dit on obtient l'effet Bugs Bunny, à savoir plus de 60% des personnes adultes testées qui sont allées à Disneyland dans leur enfance se rappellent y avoir serré la main de Bugs Bunny, 50% l'avoir serré dans leurs bras, 69% lui avoir touché l'oreille, alors que c'est un souvenir impossible parce que Bugs Bunny n'appartient pas à Disneyland mais à la Warner Bros. Voilà, donc faux souvenir. La fragilité de la mémoire, la distorsion des souvenirs. Donc cette fragilité de la mémoire peut avoir des conséquences très importantes. Tout d'abord, la possibilité de manipulation de la mémoire par suggestion, et ceci particulièrement au cours d'une psychothérapie.
Alors aux États-Unis, on s'est bien rendu compte qu'il y avait eu des accusations et des erreurs judiciaires qui avaient été causées par des témoignages erronés ou même par de faux aveux. Il y a eu des expériences qui ont été faites sur ça. Et il y a 2 organismes, le National Registry of Exonerations, qui fait la liste des procès basés sur de fausses accusations, des témoignages erronés, de faux aveux et de faux souvenirs, et puis l'Innocence Project, qui est une organisation nationale dont la vocation est de disculper, grâce aux tests ADN, des personnes condamnées à tort et de réformer le système de justice pénale pour empêcher les injustices futures. Donc on retrouve sur Internet les adresses de ces 2 organismes. Les techniques peuvent-elles différencier un vrai d'un faux souvenir ? Donc justement, ça c'est un des grands défis de la recherche sur la mémoire humaine. Au cours des dernières décennies, les scientifiques cognitifs se sont tournés vers les neurosciences dans l'espoir d'apprendre ce que le cerveau peut révéler sur la mémoire et la cognition. On a essayé d'utiliser l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et Pascal Roulet dit « On a essayé d'y répondre avec de l'imagerie cérébrale, mais il n'y a pas de différence entre les deux, c'est-à-dire faux souvenir, vrai souvenir. Il faut donc retourner à la source, c'est le seul moyen. » Elisabeth Loftus dit « À notre connaissance, personne n'a développé une procédure neurophysiologique qui peut être utilisée pour prédire si un souvenir est vrai ou faux. Nous considérons cela comme une orientation importante pour la recherche future. » Alors, est-ce qu'on peut différencier les vrais des faux souvenirs ? Donc, c'est la question cruciale. Oui, on peut faire la différence si on peut corroborer de façon indépendante le souvenir, c'est-à-dire si l'on a des témoignages, si l'on a des examens cliniques, si on a la présence de traces ADN ou d'autres éléments, contexte géographique, historique, etc. Donc là, on peut effectivement arriver à vérifier si un souvenir est vrai ou s'il est faux. Par contre, on ne peut pas, pour la majeure partie des souvenirs retrouvés en thérapie, qui n'avaient jamais existé jusque-là et qui portent sur des événements qui se seraient passés à 30 ans auparavant. C'est trop loin, on n'a plus les moyens, la possibilité de faire la vérification. Les critères invoqués de clarté, précision, vivacité, émotion qui accompagnent le récit ne sont pas probants. Un faux souvenir peut être aussi clair, précis, vif, émotionnel qu'un vrai. La force de conviction ne réduit pas l'erreur. Évidemment, donc, le problème n'est pas que tous les souvenirs induits ou retrouvés soient faux. Le problème est que la probabilité qu'ils soient faux n'est pas négligeable et qu'il n'y a aucun moyen de le vérifier en dehors d'une corroboration indépendante. Alors, je vous montre une deuxième petite vidéo, justement, où Elisabeth Loftus reprend ce sujet de la différence entre les vrais et les faux souvenirs. Comme Caroline, personne n'est à l'abri d'un faux souvenir. Et votre mémoire en est certainement pleine. Vous pouvez donc vous demander comment faire pour distinguer un souvenir réellement vécu d'un souvenir inventé. L'une des choses les plus difficiles à accepter concernant notre mémoire, c'est que, sans vérification, il n'y a aucun moyen valable de savoir si un souvenir est vrai ou s'il est produit de l'imagination, des rêves ou d'un autre processus. Alors si on trouve un événement objectif qui prouve que le souvenir est faux, par exemple une impossibilité sur le plan géographique, biologique ou psychologique, alors on sait que ce souvenir est inexact. Mais sans cet événement objectif, il est quasiment impossible de faire la différence entre un vrai souvenir et un faux. Bon, donc maintenant j'aborde la question des faux souvenirs induits par les thérapies de la mémoire retrouvée, qui est le sujet crucial, bien entendu.
Donc, qu'est-ce que c'est qu'une thérapie de la mémoire retrouvée, qu'on appelle encore une TMR? Donc, elle comporte une grande variété de techniques thérapeutiques qui se basent toutes sur 3 affirmations. La première, les symptômes actuels du patient sont causés par des expériences traumatisantes telles que des abus sexuels subis dans l'enfance. La deuxième, les souvenirs de ces événements ne sont pas conscients. Et la troisième affirmation, rendre ce souvenir conscient ou au moins reconnaître que le traumatisme s'est produit est essentiel à la réussite du traitement, donc à la guérison du sujet. Pourquoi et comment rechercher des souvenirs en thérapie? Alors, cela vient d'un mythe psychiatrique qui est né en 1890, à savoir l'idée du souvenir oublié comme cause des troubles psychiques. La suggestion hypnotique, à l'époque, était considérée comme déclenchant la remémoration de l'événement traumatique oublié. Ensuite, en 1895 et 1908, donc Freud, le fondateur de la psychanalyse, et Breuer, son confrère, disaient qu'il faut forcer la mémoire à retrouver ce qu'ils appelaient la réminiscence inconsciente, puis le souvenir refoulé. Et ceci au moyen de l'hypnose ou de toute autre technique suggestive apparentée. Donc ça allait depuis l'imposition des mains jusqu'à l'écriture ou la parole automatique, le rêve éveillé et toutes sortes d'autres techniques, des associations libres par exemple. Le faux souvenir induit, donc c'est un souvenir entre guillemets d'abus sexuels retrouvés, très souvent en thérapie, 20 à 30 ans après l'événement incriminé, alors qu'il n'avait jamais existé auparavant. Elisabeth Loftus écrit « Les patients qui acceptent aveuglément des suggestions et finissent par croire sans l'ombre d'un doute à des souvenirs imaginaires d'agression souffrent d'un trouble iatrogène appelé le syndrome du faux souvenir. » Donc, ce faux souvenir affecte, on a fait des enquêtes, bien sûr, aux États-Unis, pas en France, mais aux États-Unis. Le faux souvenir affecte principalement des femmes. Leur moyenne d'âge est de 32 ans. Il les conduit à accuser leurs parents. Et bien entendu, cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de vrais souvenirs d'abus sexuels, ni que les abus sexuels n'existent pas. C'est une enquête qui a été effectuée aux États-Unis dès mars 2001, publiée dans le Journal of Nervous and Mental Disease en août 2004, et cette enquête se poursuit. Donc, ici en France, en 2012, on a eu le premier procès d'un thérapeute accusé d'avoir induit des faux souvenirs par 2 victimes. Il s'appelait Benoît Yangting. Donc, comparution de Benoît Yangting et de son épouse qui était avec lui, travaillait avec lui, qui elle était avocate, devant le tribunal correctionnel de Paris. Tous deux avaient été accusés d'avoir extorqué des milliers d'euros à des personnes, à des patients par la méthode des faux souvenirs induits. Ces 2 thérapeutes prétendaient leur faire retrouver des souvenirs refoulés. Et donc Benoît Yangting, 76 ans, est diplômé en psychologie et il se disait humanothérapeute. Pour sa défense, il dit devant le tribunal « Pendant mes études, j'ai été ébloui par Freud. Je n'impose rien, mes patients restent libres de ce chemin ou pas. » Alors que les plaignants, eux, ont raconté, donc les 2 plaignants qui ont porté plainte, ont raconté les sessions de thérapie de 3 à 5 semaines, 6 à 8 heures par jour, 7 jours sur 7, allongés nus sur un divan, au cours desquels ils ont été amenés à retrouver et à revivre des souvenirs de scènes remontant à leur petite enfance pour, soi-disant, déraciner la souffrance. Sophie, donc les 2 plaignants sont Sophie, avocate, donc elle a dit avoir versé 238 000 euros au thérapeute et elle se serait souvenue, bien sûr sous suggestion, d'avoir subi des viols commis par son père. L'autre plaignant, Bernard, consultant international,
donc lui dit avoir versé 750 000 € au thérapeute. Il se serait souvenu des tentatives de sa mère pour avorter au moyen d'une aiguille à tricoter bleue, très important, quand elle était enceinte de lui. Donc, souvenir impossible, puisqu'on ne peut pas se souvenir de ce qui s'est passé lorsqu'on était dans le ventre de sa mère. Voilà, donc tous deux ont porté plainte, et le verdict, quelques mois plus tard, le verdict, 18 mois de prison avec sursis, 100 000 €, donc d'un côté à verser à Bernard et 50 000 à Sophie, de dommages et intérêts, voilà, donc qui est dérisoire par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis à l'occasion des procès de thérapeutes. Alors, je passe aux histoires de cas étudiées par Elisabeth Loftus. Tous les souvenirs retrouvés en thérapie ne sont ni vrais ni faux par définition, c'est ce qu'on a dit. L'hypothèse du doute doit toujours être posée. Elisabeth Loftus rapporte quelques cas où cette hypothèse n'a pas été posée, à savoir qu'on a immédiatement pensé que la personne disait vrai. Par exemple, 2 cas que j'ai relevés, Holly Ramona et Beth Rutherford. Donc, Holly Ramona, c'est une étudiante en psychologie. En 1989, ça se passe à cette époque. À 19 ans, elle consulte une thérapeute pour boulimie et dépression. La thérapie est accompagnée d'injections de pentotal, qui est le sérum de vérité, censé garantir la véracité des souvenirs. Au bout de quelques mois, Holly retrouve le souvenir ignoré jusque-là d'actes d'inceste commis par son père sur elle entre 5 et 8 ans. Le thérapeute organise une séance de confrontation entre Holly et son père, au cours de laquelle elle l'accuse, puis elle porte plainte contre lui. La famille Ramona est détruite, les parents divorcent, puis, grâce au témoignage d'Elisabeth Loftus au procès, le père de Holly est disculpé. Le thérapeute est condamné à $1,5 million de dommages et intérêts, et Holly Ramona ne renie rien de ces accusations. Elle s'installe comme thérapeute, spécialiste des troubles alimentaires et des abus sexuels. La seconde, donc 1992, Beth Rutherford, infirmière dans le Missouri. Donc elle est stressée par son travail d'infirmière, elle consulte une psychothérapeute. Au fil des séances de thérapie, elle découvre qu'elle a été violée plusieurs fois par son père entre 7 et 14 ans et qu'il lui a fait subir un avortement. Accusé, le père perd son emploi et risque 7 ans de prison. Plus tard, elle revient sur ses accusations. Des examens médicaux montrent qu'elle est encore vierge et que son père a subi une vasectomie avant les événements incriminés. En 1996, après un procès, le psy est condamné à verser $1 million, mais Beth Rutherford a écrit son journal, elle en tire, qu'on peut lire sur Internet d'ailleurs, elle en tirera la conclusion dans son journal: le pouvoir de la suggestion est sous-estimé, c'est comme si l'on entrait chez un médecin avec une migraine et que l'on en sorte amputé de ses bras et de ses jambes. Donc elle a pris conscience de la fausseté des souvenirs. Donc ici, l'évolution du phénomène aux États-Unis. Donc, d'après la courbe, donc, ce sont des résultats obtenus à partir de 1731 réponses aux 4400 questionnaires envoyés par une association False Memory Syndrome américaine à ses adhérents en 2004. Donc, on observe sur ce graphique qu'il y a eu un pic donc, du nombre de cas en fonction des années. Il y a eu un pic en 90-93, puis déclin ensuite, et enfin déclin, mais pas disparition. Pas disparition, et en fait, le phénomène, bien loin de disparaître, a peu à peu ressurgi. Pourquoi ce déclin aux États-Unis alors qu'il persiste en France, en Grande-Bretagne et dans d'autres pays? Alors tout d'abord, la création d'une association, la False Memory Syndrome Foundation, en 1992 jusqu'en 2019 à Philadelphie, qui s'est opposée au mouvement de la mémoire retrouvée, qui était apparu en 1980. La constitution d'un comité scientifique de la FMSF, dont ont fait partie entre autres des chercheurs éminents,
Martin Gardner, James Randi, Frank Frankel, Elizabeth Loftus, Paul McHugh, etc., Richard McNally, avec le soutien du Skeptical Inquirer et la publication de nombreux livres et études sur ce sujet. Donc les recherches en psychologie scientifique et en neurosciences continuent intensément actuellement. Donc, troisième raison aussi qui explique, troisième explication, l'information des professionnels, des journalistes, des juristes, et aussi, bien sûr, les procès de certains thérapeutes de la mémoire retrouvée qui ont été intentés par des victimes directes et collatérales qui prennent le pas sur les procès des parents accusés par leurs enfants. Donc, tout ceci a fait décliner le phénomène sans que pour autant il disparaisse. La controverse, en effet, continue. Donc, l'enquête sur la récupération de la mémoire en thérapie aux États-Unis menée par Laurence Patillis et Mark Pendergrast en 2019 sur un échantillon représentatif de 2328 adultes qui ont fait une thérapie. Donc, on leur a posé une première question. Pendant la thérapie, est-ce que votre thérapeute a évoqué la possibilité que vous auriez été abusé dans votre enfance, mais en auriez refoulé les souvenirs? Donc, la réponse, 26% de oui en 90-94 et 20% de oui en 2015-2017. Donc, un peu moins, mais toujours. Deuxième question, pendant la thérapie, est-ce que vous aviez retrouvé des souvenirs d'avoir été abusé dans votre enfance alors même que vous n'en aviez jamais eu le souvenir? Réponse, 18% de oui en 90-94 et 9% de oui en 2015-2017. Donc moins, mais ces pourcentages qui semblent infimes correspondent à des millions de personnes. Les participants qui ont rapporté que les thérapeutes discutaient de la possibilité de souvenirs refoulés d'abus étaient 20 fois plus susceptibles de signaler des souvenirs d'abus récupérés que les autres. Les souvenirs de maltraitance retrouvés étaient associés à la plupart des types de thérapies. Et conclusion, Patillis Pendergrast apporte la preuve qu'aux États-Unis, la controverse concernant les souvenirs refoulés d'abus sexuels n'est pas résolue. Voilà, donc maintenant, les origines du syndrome des faux souvenirs. Donc, j'ai mis les deux couvertures de deux livres importants, un de Elizabeth Loftus et l'autre d'un auteur, le Freud inconnu, d'un auteur britannique, Richard Webster. L'origine donc, de ces thérapies, l'origine, c'est l'impact culturel de la pensée freudienne dans les sociétés occidentales et chez les thérapeutes. Donc tout d'abord, les concepts. Alors évidemment, le concept central de la psychanalyse, qui est le concept d'inconscient, qui selon Freud est un réservoir de souvenirs et de pulsions sexuelles refoulées. Il tire à notre insu les ficelles de notre destin. Le deuxième concept très important ici, c'est le refoulement, qui est un mécanisme inconscient de protection du moi. Il chasserait dans l'inconscient les événements traumatiques de nature sexuelle de notre enfance pour nous en protéger. Les retrouver par la thérapie apporterait la guérison. Mais le refoulement ne repose malheureusement, je dirais, sur aucune preuve scientifique. La preuve était faite, dit Freud, la preuve était faite que les souvenirs oubliés ne sont pas perdus, qu'ils restent en la possession du malade, prêts à surgir, associés à ce qu'il sait encore, mais il existe une force qui les empêche de devenir conscients. Le refoulement est un processus, disait Freud, donc c'est lui-même qui dit, le refoulement est un processus supposé par moi et je l'ai considéré, prouvé par l'existence indéniable de la résistance. Or, la résistance est simplement, pendant la cure psychanalytique, la difficulté que peut opposer le patient pour parler, dire ce que le psychanalyste voudrait entendre. Voilà, donc c'était l'unique preuve qu'il en avait. Alors, ces concepts, inconscient, refoulement, ont donné naissance à deux théories freudiennes. Tout d'abord, la théorie de la séduction. Freud disant lui-même que c'est une idée qui n'a jamais marché. Et pourtant, c'est la théorie qui a marché tout le temps jusqu'à maintenant sur le sujet. Donc, la séduction, c'est pour un enfant subir des avances ou des manœuvres sexuelles de la part d'un adulte. De 1895 à 1897, Freud dit qu'il considère comme vrais tous les récits de scènes de séduction de ses patients,
patientes. En réalité, il dira plus tard qu'il n'avait que 3 patientes et que ces récits n'étaient pas spontanés, mais suggérés et extorqués sous une certaine pression. En 1897, il abandonne sa théorie. En fait, il s'aperçoit que ça peut devenir très, très gênant parce que la plupart du temps, retrouver ses souvenirs consiste à accuser les pères. Donc, il abandonne sa théorie. Il dit qu'elle est inefficace, qu'il a commis par naïveté une erreur en croyant les récits de ses patientes alors qu'il les a vraiment extorqués. Et en réalité, il croit encore à sa propre théorie. Il va continuer d'une certaine manière à la propager. Ensuite, donc, il abandonne la théorie de la séduction et il passe à une deuxième théorie qui est la théorie du complexe d'Oedipe et du fantasme. Donc, à partir de 1900, Freud considère que les abus sexuels considère les abus sexuels comme imaginaires et les récits de ses patients comme des fabulations. Et en fait, tout ça est lié au complexe d'Oedipe. Les patientes auraient, en tant qu'enfants, désiré inconsciemment des relations incestueuses avec leur père et ce désir aurait été refoulé. Voilà, donc tous les troubles dits psychonévrotiques résultent d'expériences, selon lui, sexuelles, fantasmées, refoulées. Voilà, donc le complexe d'Oedipe qui prend la place de la théorie de la séduction. Et ceci va avoir des conséquences assez graves. Déjà, ça va entraîner une littérature, et en particulier un livre phare qui s'intitule The Courage to Heal, c'est-à-dire le courage de guérir, qui est un guide pour les femmes et les enfants survivants d'abus sexuels. Ce livre a été écrit par 2 auteurs, Hélène Bass et Laura Davis, qui n'étaient pas du tout psychologues, mais qui étaient dans la profession de santé paramédicale. Ce livre a eu un immense succès. Il a été édité régulièrement de 1988 à 2008, et peut-être même plus tard, 2008, c'était l'édition anniversaire. Donc ce livre, le voici, et Paul McHugh le qualifie de Bible des thérapeutes incompétents. Pour les auteurs, donc les auteurs du livre, la cause des difficultés existentielles, c'est l'abus sexuel dans l'enfance. Le remède, c'est très simple, il faut retrouver le souvenir, trouver le coupable, l'accuser, lui faire payer son crime. C'est une preuve de courage. La liste interminable des symptômes de l'abus, il y en a 74. On peut s'y retrouver, c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. Dans une liste, on est toujours concerné. Donc il y a tout ce qu'on veut, la boulimie, l'anorexie, le même et son contraire, l'obésité, la maigreur, la claustrophobie, etc. La honte, la faible estime de soi, enfin tout est symptôme. Et ce livre est accompagné d'un cahier d'exercices. Donc les thérapeutes le donnent à leurs patients quand ils rentrent chez eux. Faites des exercices, tenez votre journal, notez vos rêves, regardez des photos de famille, etc. Et les souvenirs, vos souvenirs d'enfance reviendront d'autant plus facilement. Ensuite, donc, l'abandon de la théorie de la séduction par Freud a provoqué aussi les réactions du mouvement féministe aux États-Unis, à savoir que l'abandon de cette théorie pour celle du fantasme oedipien entraîne le rejet fréquent et en bloc des récits d'abus sexuels des femmes et des enfants par les thérapeutes les considérant comme des fantasmes et refusant donc d'y porter attention. Donc ce déni massif provoque les réactions du mouvement féministe dès les années 70 aux États-Unis. Et les conséquences, ce sera la vague des faux souvenirs et des accusations, le retour à la théorie de la séduction, la naissance du syndrome des faux souvenirs, appelé ainsi parce qu'induit au cours d'une thérapie. Donc tout ceci est analysé. Voilà, donc j'aborde le sujet, les ravages des thérapies de la mémoire retrouvée, justement. Donc le scénario de ces thérapies, les thérapeutes de la mémoire retrouvée, ils poussent leurs patients à accuser, souvent publiquement, leurs parents. Ça peut être au milieu d'un repas, ça peut être de famille, d'une fête, tout ça. Donc ils disent que c'est une étape thérapeutique nécessaire, l'accusation. Ils les incitent à rompre avec leurs parents, leurs amis, tous ceux qui doutent des accusations et à persuader leurs frères et sœurs de se mettre dans leur camp.
Ils disent que ce genre de choses arrive dans les meilleures familles, donc on ne peut pas objecter ça. Les conséquences, explosion de la famille, détresse des parents, dépression et suicide fréquents, aggravation de l'état du patient. Le thérapeute prend ainsi auprès du patient la place occupée jusque-là par les parents, qualifiés maintenant de toxiques. Les thérapies de la mémoire retrouvée aggravent le plus souvent l'état des patients. Donc c'est une enquête qui a été menée aussi aux États-Unis en octobre 2007. Alors on voit dans ce tableau rapidement que les patients, patientes qui entrent en thérapie, dans ces thérapies, ont des pensées suicidaires en entrant avant la thérapie à 10%, après la thérapie, elles en ont à 67%. Donc si l'on continue, on voit qu'il y a une dégringolade. Et si on arrive au dernier point, elles rompent avec leur famille. Donc là, c'est carrément 100%. Les patients rompent avec leur famille, puisque c'est d'ailleurs le but qui était recherché. Le rôle de la suggestion, donc qui intervient dans la thérapie, bien sûr, l'influence, elle est toujours présente dans une thérapie, et ce n'est pas l'influence qui est condamnable. Jacques Van Rillard, qui est un psychologue belge qui fait partie de notre comité de parrainage d'ailleurs, dit « Le principe de neutralité est une illusion. Tout thérapeute influence. » Donc ça, c'est normal. Simplement, la suggestion qui se rajoute à l'influence, elle va être parfois catastrophique. Les thérapeutes des TMR vont utiliser des procédés suggestifs non validés pour faire parler l'inconscient et faire surgir le refoulé. Donc pour eux, les souvenirs spontanés n'ont aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est avoir des souvenirs qui sont intervenus grâce à ces techniques thérapeutiques. Alors quelles sont ces techniques ? Eh bien, il y en a une flopée, l'imposition des mains, l'association libre, la régression, enfin tout ce qu'on veut, l'interprétation des rêves sous la suggestion du thérapeute, les jeux de rôle, thérapie de groupe, photos de famille, la tenue d'un journal, le MDR, l'hypnose avec régression à un âge antérieur et des interrogatoires répétitifs et des questions biaisées qui entraînent le sujet à peu à peu adhérer à ce qu'on lui suggère. Voilà, donc les interrogatoires répétitifs, donc c'est une petite vidéo que je vous présente. Bernard, Stéphanie, un consultant international, une avocate brillante, comment ont-ils pu se laisser piéger à ce point-là? Pour le comprendre, nous avons fait appel à un spécialiste de la manipulation mentale, Philippe Jean Parquet. Il est professeur de psychiatrie. Nous le retrouvons à l'ancienne faculté de médecine de Paris. Voilà, l'iconographie de la scène. Les faux souvenirs, il en a entendu parler pour la première fois lors d'un congrès aux États-Unis. C'était en 1989. Ce qui est toujours stupéfiant, c'est le fait que des gens qui ont un haut niveau intellectuel, qui ont une insertion sociale de qualité, qui n'ont pas de vulnérabilité apparente, qui n'ont pas de troubles majeurs, puissent être ainsi mis sous emprise mentale. C'est-à-dire que le fait de la technique de l'emprise mentale fait qu'on abolit tout sens critique. Philippe Jean Parquet a décortiqué la méthode de ces pseudothérapeutes. Pour induire des faux souvenirs, le procédé est toujours le même. Partir d'un élément vrai, une gifle par exemple, et broder une histoire. Cette claque que vous avez reçue une fois dont vous vous souvenez, etc., je peux parfaitement, si j'étais un thérapeute souhaitant vous mettre sous emprise, dire « mais vous vous souvenez que de celle-là ». Mais vous ne pensez pas qu'il y en a eu d'autres? Alors vous dites, oui, il y en a peut-être eu d'autres. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y en a eu d'autres qui ont pris un caractère un peu plus érotique? Est-ce que vous ne pensez pas que votre père ou votre mère, ils prenaient du plaisir? Est-ce que vous ne pensez pas que là, il y a une dimension sexuelle qui était là? Et pour une petite fille comme vous, est-ce que c'est pas quelque chose de terriblement dangereux, terriblement stressant, terriblement désorganisant? D'ailleurs, si vous vous en souvenez pas, c'est parce que c'était très traumatisant. CQFD, le faux souvenir vient d'être créé. Voilà, donc les résultats de la manipulation réussie. Donc c'est le scénario d'une emprise mentale et d'une dérive sectaire.
Alors, on peut le décrire, c'est un scénario, ça veut dire que c'est toujours pareil, ça ne varie pas. Tout d'abord, le patient est souvent incrédule, son enfance a été heureuse, il cherche pas, il n'a pas forcément de malheur à exposer d'entrée de jeu. En quelques séances, il admet que l'abus est la cause de ses symptômes, il ne se sent pas bien, donc probablement ça. Le thérapeute le pousse alors à se confronter aux parents incriminés. Il prévient le patient que celui-ci sera peut-être dans le déni. Il l'incite à l'accuser, à rompre avec lui, puis avec sa famille, ses amis et tout son entourage familier. Telles sont les conditions, d'après lui, de la guérison. Et bien sûr, le patient est alors isolé, vulnérable, sous la dépendance exclusive du thérapeute. Donc c'est le scénario même qu'a décrit Philippe Jean Barquet, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est intervenu. Les principales raisons de l'adhésion du patient à la thérapie, on pourrait se dire, quand il ressent tout ça, il peut partir. Mais non. Le patient est engagé dans un processus dont le thérapeute lui dit qu'il apportera la guérison. Évidemment, il y a toutes sortes de symboles qui jouent, l'autorité de la blouse blanche, etc., les titres et tout. Il a le sentiment d'être libre, il est venu librement en thérapie, il subit une pression insidieuse, il reçoit une interprétation de ce qu'il vit qui le rend vulnérable. Il est une victime inconsciente d'un pouvoir abusif, c'est ce qu'on lui dit, parents, famille, culture cognitive et coercitive. Donc il abandonne ses responsabilités par soumission à l'autorité. La suggestion du thérapeute, qu'elle soit verbale ou non verbale, est très efficace, d'autant plus efficace qu'elle est imperceptible. Il suffit d'un hochement de tête, d'un moment où, quand on dit quelque chose, le thérapeute écrive pour se dire que, oui, c'est bien ça. Il y a aussi, qui joue beaucoup, le lien affectif au thérapeute. C'est un rapport magnétique d'attachement, de transfert psychanalytique. La difficulté à sortir des faux souvenirs, donc le constat, 8% seulement reviennent et se rétractent au bout de 5 à 6 ans, en moyenne. Ce sont ce qu'on appelle les rétractors. Mais vous voyez que dans le graphique que je vous ai donné, que je vous montre, donc 8% de rétractors, mais il y a 6% de returners. Les returners, c'est ceux qui reviennent dans leur famille, mais qui ne reviennent jamais sur leurs accusations. Ils disent, oui, ça s'est passé, on ne saura jamais ce qui s'est passé, mais de toute façon, non, on ne revient pas là-dessus. Ça s'est passé. Et puis les refusers, donc eux ne reviennent jamais ni sur leurs accusations, ni dans leur famille. Et ils sont très nombreux. Pourquoi il est très difficile de sortir d'une thérapie de la mémoire retrouvée ? Tout d'abord, il faut surmonter la dissonance cognitive, c'est ainsi qu'on l'appelle, c'est-à-dire avoir déjà pris conscience d'être sous influence et ne plus l'être tout à fait. Oser prendre le risque de se contredire en revenant sur ses accusations, ce qui est très difficile. Oser reconnaître que l'on s'est trompé vis-à-vis de soi-même et des autres, ce qui est aussi très difficile. Les difficultés, c'est l'isolement, la fragilisation produite par la thérapie, qui est un but recherché, puisque c'est ainsi qu'on maintient le patient sous suggestion. Le constat, ceux qui en sortent en gardent souvent des traces. Donc, il ne faut pas imaginer qu'on est indemne après ça. La sociologie des victimes, donc elle a été étudiée aux États-Unis aussi. La sociologie des parents des TMR, c'est-à-dire la sociologie des patients des TMR. Donc, tout d'abord, ce sont des gens qui ont un niveau d'études assez élevé. Les 2 tiers ont suivi des études universitaires. Laurence Patilly se dit « La résistance à la manipulation n'est pas corrélée avec le niveau d'études, mais toutes les personnes sont sensibles aux faux souvenirs et les distorsions de la mémoire proviennent probablement des structures cérébrales et des mécanismes cérébraux communs à tous. » Voilà, donc il ne faut pas croire que parce qu'on s'est élevé dans les études, on est moins sujet à la manipulation. C'est pas vrai. La sociologie des parents accusés, donc en fait, ils sont, profil social, ils sont pour 90% issus de classes moyennes. Généralement, d'ailleurs, on va le voir, les personnes accusées
Donc, les résultats obtenus à partir de 1731 réponses sur 4400 questionnaires envoyés par la FMSF à ses adhérents. Donc, le père, 82% accusé à 82%, la mère, 9,6%, accusée plus souvent de complicité. Elle a laissé faire, elle n'a rien dit. Même innocentée, les personnes faussement accusées n'en relèvent pas. Donc cette enquête, j'ai dit, est effectuée aux États-Unis en mars 2001, publiée en 2004. L'ampleur du syndrome des faux souvenirs. Donc ce syndrome s'est répandu dans les pays anglo-saxons, au Canada, en Grande-Bretagne, en Australie aussi, en Nouvelle-Zélande aussi, mais aussi en France, en Hollande, en Allemagne, au Japon, en Israël, donc un petit peu partout dans tous les pays. Un syndrome est un ensemble de symptômes ou d'attributs qui ont tendance à coexister. Donc le mot syndrome, comme celui de maladie, peut être utilisé correctement sans nécessairement impliquer un diagnostic médical. Mark Pendergrast avait calculé que 1 million de cas par an étaient apparus aux États-Unis entre 91 et 93. Donc c'était sur une petite... voilà, donc dans ce livre. En France, on manque de statistiques, malgré le nombre important de cas. La Miviludes a dénoncé les TMR en tant que thérapie déviante et la commission parlementaire du Sénat a auditionné les acteurs concernés en novembre 2012. Et il y a des associations militantes qui luttent contre le phénomène des TMR. Par exemple, l'AFSI, Alerte Faux Souvenirs Induits, le CCMM, l'UNADFI, le GEMPI, etc. Des associations qui sont toutes en lutte contre le phénomène. Donc le débat autour de la mémoire et du refoulement. Caractéristiques de la mémoire. Donc la mémoire nous donne notre identité personnelle. Nous la sollicitons à tout moment. Pour nous, c'est très, très important. Hein. Il faut qu'elle soit là dans nos actions, nos relations à autrui, etc. Mais ce qu'on oublie parfois, justement, c'est que l'oubli ordinaire est une fonction naturelle de la mémoire. Il nous permet de nous adapter et d'agir dans le présent. Donc ce n'est pas une faillite de la mémoire, c'est quelque chose qui est important, essentiel. Le mythe, l'idée que la mémoire humaine fonctionnerait comme un album photo, un enregistreur ou une caméra vidéo qui stockerait avec précision les événements vécus et que la récupération des souvenirs serait identique à l'événement original. Donc ça, c'est le mythe. Le processus reconstructif de la mémoire, donc Elisabeth Loftus disait dans une conférence TED quelque chose qui m'a paru intéressant. Elle disait « Nos souvenirs sont constructifs et reconstructifs. Ils fonctionnent un peu comme une page de Wikipédia. Vous pouvez les changer, mais d'autres peuvent le faire aussi. » Le débat à propos des souvenirs d'enfance. Selon les thérapeutes de la mémoire retrouvée, tous les événements de l'enfance seraient mémorisés avec exactitude, mais l'inconscient les rendrait temporairement inaccessibles. Et dans la thérapie, selon les psychanalystes, les souvenirs d'enfance reviendraient, on les récupérerait tels quels. Selon les sciences cognitives, il y a amnésie infantile jusqu'à l'âge de 3 à 4 ans, environ due à la lente maturation neuronale nécessaire à la mémorisation. Donc, un enfant qui n'a plus le souvenir à partir de l'âge de 5 ans, 6 ans, n'a plus le souvenir de ce qui s'est passé dans sa vie antérieure, mais ceci n'est pas lié à l'amnésie infantile telle que la décrivait Freud. Et puis de plus, pour consolider les souvenirs, il faut passer par le récit, par les mots, par le récit, raconter, pas comme le pêcheur marseillais, mais un peu comme ça, et c'est ainsi que se crée la mémoire. Après l'âge de 3 à 4 ans, les expériences traumatisantes ne sont pas oubliées, elles deviennent même souvent obsessionnelles. Le débat à propos du refoulement, donc la conception freudienne disait « nous refoulons les souvenirs des événements traumatiques pour nous en protéger ». Ceux-ci sommeilleraient intacts dans notre inconscient. La thérapie les réveillerait sans les déformer. Cette idée est répandue par d'innombrables fictions, dans des romans, dans des films, les films d'Hitchcock par exemple, ou d'autres.
Cette idée, elle est entretenue par les médias et elle est passée dans la pensée commune. La conception des sciences cognitives, au contraire, Loftus, McNally, etc. En général, les émotions fortes renforcent les souvenirs. Nous les gardons en mémoire pour ne plus refaire les mêmes expériences. Donc c'est un peu darwinien. On peut dire. Le refoulement n'est basé sur aucune preuve empirique. C'est une croyance, un mythe sans fondement scientifique. De même, l'amnésie dissociative ne dispose pas d'un soutien empirique et scientifique suffisant pour conclure à son existence. Richard McNally dit « Les experts en sciences cognitives soutiennent qu'on se souvient très bien des événements traumatiques qui sont vécus dans une terreur écrasante au moment où ils se produisent. » etc. Mais les théoriciens de l'amnésie traumatique sont d'avis contraires. Ils admettent que le trauma est souvent apparemment gravé dans la mémoire, mais soutiennent qu'une minorité non négligeable de survivants sont incapables de se souvenir de leur trauma à cause des mécanismes de la dissociation et du refoulement. Mais les preuves qu'ils présentent à l'appui du concept de l'amnésie dissociative traumatique ne soutiennent pas leurs allégations. Donc c'est ce que dit Richard McNally. Donc ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de voir quelles sont les explications alternatives qu'on peut donner au fait qu'on ne se souvienne pas parfois de ce qui s'est passé loin dans notre passé, dans notre enfance, par exemple des abus sexuels qui se sont passés. Donc plutôt que de dire que c'est l'amnésie dissociative ou le refoulement qui en sont responsables, il y a des explications alternatives qui ont été données en particulier par McNally. Pourquoi ne se souvient-on pas de certains événements pendant une période? Il dit il y a plusieurs raisons. Par exemple, la jeunesse. Au cours de l'époque à laquelle se sont déroulées ces expériences traumatisantes, l'enfant n'a pas donné à l'expérience traumatisante le sens qu'il lui donnera plus tard quand il sera adulte. Donc certaines personnes très jeunes au moment des faits n'ont pas pu percevoir, donc vivre l'acte comme un traumatisme. Le souvenir s'est intégré comme quelque chose de bizarre, mais pas forcément sorti de l'ordinaire. Ces souvenirs de l'enfance s'évaporent rapidement et dans une situation similaire à l'âge adulte, le souvenir va revenir dans sa mémoire et prendre un autre sens plus violent. Mais il dit il ne s'agit pas d'une amnésie. Le stress et les émotions peuvent empêcher aussi la personne de bien créer le souvenir, de le récupérer de façon complète plus tard. Bon, j'ai mis l'effet d'arme, mais bon, c'est vrai que ça intervient. Le refus de parler ou d'y penser, ça peut expliquer aussi pourquoi certaines personnes ont le sentiment de retrouver quelque chose alors qu'elles préféraient à l'époque se taire plutôt à cause des conséquences. Et l'oubli d'en avoir déjà parlé après l'exposition au traumatisme, quand les gens se souviennent des faits plus tard, ils n'ont pas en mémoire qu'ils se sont déjà confiés et c'est comme si le sujet n'avait jamais existé. Voilà, donc ce sont les raisons qui peuvent faire que l'on ne se souvient pas et qu'on retrouve le souvenir, ni par refoulement, ni par amnésie dissociative. Mais évidemment, il y a aussi l'effet des drogues et de l'alcool qui peut jouer, créer aussi des trous dans la mémoire, sans pour autant générer d'amnésie. Les aspects judiciaires, donc j'aborde ce passage. Donc évidemment, les aspects judiciaires sont très importants puisque souvent les victimes des thérapies de la mémoire retrouvées qui accusent leurs parents portent plainte contre eux et que en retour, parfois les parents portent plainte aussi contre les enfants, contre les personnes qui les ont conduits à cela. Donc, deux chercheurs français qui s'appellent Olivier Daudier et Mélanie Payoux ont fait une enquête donc, sur ce sujet. Donc, comparaison des connaissances des experts psychologues et psychiatres avec celles de leurs confrères non experts et celles d'individus du grand public. Donc, ils montrent que, dans cette enquête, donc, ils ont interrogé 624 participants. Donc, je passe sur le détail, en moyenne d'âge 36 ans, etc. Psychologues et psychiatres, psychiatres non experts, grand public. Leur conclusion,
Les psychologues et les psychiatres experts au tribunal ont des connaissances limitées concernant le fonctionnement de la mémoire, notamment celle des faits criminels. Plus précisément, les experts ont moins de connaissances que les praticiens non experts. Or, l'expression de croyances dans des rapports d'expertise ou au sein même des tribunaux lors d'une déposition peut avoir de graves conséquences sur les décisions de justice. En effet, juges comme jurés ne peuvent que s'appuyer sur les conclusions d'expertise, puisqu'il revient aux experts d'expliciter les processus mémoriels en jeu lors de faits criminels. Donc c'est très ennuyeux de ne pas avoir des experts vraiment informés des problèmes de mémoire. Ensuite, autre étude, Olivier Daudier, 2018. Donc il montre dans son étude, donc il dit dans cette étude, il montre qu'on a vraiment un grand manque en France d'experts judiciaires de la mémoire. Et donc il le conclut, cette étude, un expert en mémoire judiciaire n'existe pas en France. Il dit, en résumé, il est clair que les experts des tribunaux de psychologie et de psychiatrie français manquent de connaissances sur la mémoire et peut-être que seuls quelques-uns peuvent traiter efficacement les problèmes de mémoire se produisant dans les procédures judiciaires. Contrairement à d'autres pays occidentaux, un expert en mémoire judiciaire n'existe pas en France. Autre étude donc américaine, Laurence Patillis en 2018, sa conclusion donc, à propos des croyances des experts de la mémoire. La conclusion, les experts de la mémoire sont encore moins sceptiques à l'égard des souvenirs refoulés que les praticiens et le public. Alors, c'est la dernière petite vidéo que je montre. Il y a 20 ans, la justice américaine en était au même point, jusqu'à ce que la science s'en mêle. Des chercheurs en psychologie se penchent alors sur les mécanismes de notre mémoire. Leur but, démontrer à quel point celle-ci est facile à manipuler. Elisabeth Loftus interviendra en tant qu'experte dans plus de 200 procès dans les années 90. I studied when they remember things that didn't happen or remember things that were different from the way they really were. Aujourd'hui, Elisabeth Loftus est mondialement reconnue pour ses travaux sur la mémoire. On la retrouve à l'Université de Californie de Irvine, où elle dirige une unité de recherche. Chaque jour, ses étudiants mettent au point de nouvelles expériences. Elle démontre que de faux souvenirs durables et parfois définitifs peuvent être provoqués par de simples suggestions chez près d'un quart des individus. Aujourd'hui, elle lutte toujours contre les idées reçues sur la mémoire. That memory doesn't work like a recording device. You don't just like record it and then play it back later. The process is much more complex. It's a constructive process. We actually take bits and pieces of experience and combine it together to construct something that feels like a memory. If there is one lesson that I like to leave with people after all these decades, it is just because you hear somebody tell you something and they say it with a lot of detail, they say it with confidence, they say it with emotion, it doesn't mean that it really happened, because we know that false memories have those same characteristics. There's no proof of this massive repression, the years of brutalization banished into the unconscious. And maybe one day we'll find proof, but until we do, I don't think we should be putting people into prison or depriving them of their money and assets, unjustly. Memory, like liberty, is a fragile thing. Voilà, donc j'aborde la conclusion. Donc bien sûr, ce qu'on peut conclure de ce sujet, c'est qu'il faut avoir beaucoup de prudence en ce qui concerne l'utilisation de l'amnésie dissociative dans des cadres thérapeutiques, mais aussi dans des cadres judiciaires, dans la mesure où l'abandon de la terminologie refoulement inconscient, donc dont on avait dit qu'elle n'était pas prouvée, etc., a laissé la place à celle d'amnésie dissociative, qui n'est pas plus prouvée. On ne dit pas que ça n'existe pas, on dit simplement qu'on n'en a aucune preuve, et que la controverse n'est terminée ni dans la littérature scientifique,
ni sur le terrain clinique. Voilà, donc simplement, je ne sais pas, je vous la lis, la citation de Richard McNally, « Les guerres de la mémoire ne sont pas la science contre l'anti-science. Au lieu de cela, elles concernent le fait d'interpréter correctement la science en contraste avec la science mal interprétée. Quand la science est interprétée correctement, la preuve démontre que les événements traumatiques, ceux vécus comme massivement terrifiants au moment de leur apparition, sont fortement inoubliables et rarement, sinon jamais oubliés. La thérapie de la mémoire retrouvée est la plus grave catastrophe qui ait frappé le domaine de la santé mentale depuis l'époque de la lobotomie. » Voilà. Et Elisabeth Loftus, en tant que société, nous ferions bien de garder constamment à l'esprit le fait que la mémoire, comme la liberté, est fragile. C'est ce qu'elle a dit. Voilà, je vous remercie de votre attention.